Je n'oublierai jamais le moment exact où j'ai compris que ma propre sœur voulait ma destruction. Pas lorsque j'ai chuté, pas lorsque mon genou a explosé sous la douleur. Non, c'est quand j'ai entendu son rire. Un rire sec, presque cruel, qui a traversé la pièce comme une lame brûlante. Allongé au sol, incapable de bouger, j'ai senti plus qu'une blessure. J'ai senti le poids de toutes les trahisons que je n'avais pas voulu voir. Les boulons desserrés, les rumeurs, les erreurs inventées à mon nom, tout prenait enfin sens. Et dans ce silence étouffant, j'ai compris que je n'étais pas victime d'un accident, mais d'un plan, le sien, et que cette fois, j'allais me relever autrement. Je me souviens encore de ce moment où mon corps a heurté le sol rugueux, la chaleur du tapis brûlant traversant mes vêtements déchirés, et la douleur fulgurante s'enfonçant dans mon genou comme une lame glacée. Mais ce qui m'a le plus marqué n'était pas la souffrance physique, c'était ce rire. Un rire sec, tranchant, presque victorieux, qui déchirait l'air comme une confession involontaire. C'était celui de Mara, ma propre sœur, celle qui autrefois m'avait défendu contre le monde entier. En entendant ce son, j'ai compris que quelque chose, au fil des années, s'était brisé bien plus profondément que mon genou. Ce jour-là, j'ai revu en un instant toutes les paroles que notre père répétait sans cesse lorsqu'on était enfant. La famille est un cercle. Personne ne doit en être exclu. Il parlait de loyauté comme d'un héritage sacré. Pourtant, en observant Mara se détourner de moi avec une indifférence glaciale, j'ai compris que ce cercle s'était fissuré depuis longtemps, peut-être depuis le moment où j'avais commencé à remettre en question certaines de ses décisions en entreprise. La loyauté avait cessé d'être un principe pour devenir une arme, et j'étais devenu la cible qu'on voulait faire taire. Lorsque les médecins m'ont expliqué que ma chute n'était pas le fruit du hasard, mais celui d'une défaillance mécanique trop nette pour être accidentelle, mon esprit a vacillé. Les boulons du échafaudage dans l'entrepôt de Mara avaient été desserrés intentionnellement. Le constat glaçait le sang. Quelqu'un voulait réellement me blesser. Et même si je refusais d'y croire totalement, chaque indice me ramenait à la même conclusion douloureuse. Ce n'était pas un inconnu. Ce n'était pas un employé maladroit. C'était quelqu'un qui me connaissait, quelqu'un qui savait où frapper et comment dissimuler son geste sous une façade d'efficacité impeccable. Déjà depuis plusieurs mois, je sentais que quelque chose clochait. Des rapports financiers altérés apparaissaient à mon nom, des erreurs que je n'avais jamais commises, et des collègues commençaient à me regarder avec suspicion. Je pensais d'abord à de simples confusions administratives, mais la répétition devenait trop précise, trop ciblée. Les murmures dans les couloirs se faisaient insistants, et la confiance que j'avais passé des années à bâtir fondait comme neige au soleil. Sans comprendre pourquoi, je voyais mon rôle dans l'entreprise familiale glisser entre mes doigts, presque comme si un filet invisible se resserrait lentement autour de moi. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ces petites attaques n'étaient pas des coïncidences, mais les premières pierres d'un plan bien plus vaste. Mara préparait le terrain depuis longtemps, discrètement. Chaque erreur imputée à mon nom, chaque rumeur qu'elle laissait se répandre, chaque sourire ironique qu'elle affichait devant les autres n'étaient que les signes précurseurs d'une trahison soigneusement orchestrée. Et lorsque je suis tombé ce jour-là, littéralement et symboliquement, j'ai senti que ce n'était pas seulement mon corps qui s'effondrait, mais aussi l'illusion qu'un lien de sang suffisait à garantir la loyauté. Plutôt que de m'emporter ou de me jeter dans une confrontation émotionnelle qui n'aurait servi que ses intérêts, j'ai choisi le silence. Un silence calculé, presque stratégique, qui m'a permis de respirer, d'observer, d'écouter et surtout de réfléchir. Je savais qu'une réaction impulsive ne ferait qu'alimenter les accusations déjà plantées par Mara dans l'esprit de tous. Alors je me suis muré dans une façade de fragilité, laissant croire que j'étais dépassé par la situation, que je manquais de force, que son plan fonctionnait. Pendant ce temps, derrière ce voile de faiblesse, je recueillais méthodiquement les preuves qu'elle n'imaginait même pas que je pourrais trouver. Je me suis d'abord intéressé aux inspections, celles de l'entrepôt, celles des machines, celles des échafaudages.
Et lorsque j'ai découvert la note laissée par l'un des techniciens affirmant que les boulons avaient été manipulés avant ma chute, j'ai senti une première fissure dans le masque parfait que Mara portait depuis des années. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien montré. Je me suis contenté de ranger ce document, d'y ajouter une copie certifiée, puis de continuer mes recherches. Plus j'avançais, plus je découvrais des anomalies que personne n'avait jamais pris le temps d'examiner parce que tout le monde faisait confiance à Mara. Mais moi, je savais désormais que cette confiance était un leurre. Quand j'ai mis la main sur les emails envoyés depuis une adresse inconnue mais bizarrement liée aux horaires de connexion de Mara, mon cœur s'est serré. Les messages contenaient de fausses instructions attribuées à mon nom, semant volontairement la confusion dans la chaîne administrative. C'était brillant et monstrueux. Elle avait pensé à tout, caché la source, effacé certaines traces, utilisé des employés terrorisés par sa position hiérarchique. Mais même les plans les plus minutieux ont des failles, et j'étais déterminé à trouver chacune d'elles, un indice à la fois. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le docteur Rowan, le chirurgien qui avait remarqué que la nature de ma blessure n'était pas cohérente avec un simple accident. Il avait vu trop de cas similaires dans des enquêtes précédentes. Il connaissait les signatures des chutes truquées, les angles impossibles, les impacts préparés. Il savait reconnaître la main humaine derrière un hasard. Et lorsque je lui ai expliqué mes doutes, il a accepté de témoigner, de rédiger un rapport détaillé et même d'aider à faire la lumière sur ce que beaucoup préféreraient ignorer pour préserver l'image de la famille. Au fil des semaines, je suis devenu une ombre silencieuse, rassemblant les pièces d'un puzzle que Mara croyait impossible à reconstituer. Elle me voyait comme abattu, affaibli, prêt à abandonner. Elle ne se doutait pas que chaque geste qu'elle posait, chaque parole qu'elle prononçait, chaque manipulation qu'elle tentait ne faisait que renforcer mon dossier. Je n'avais pas besoin de l'affronter directement. Je n'avais pas besoin de hausser la voix. J'avais juste besoin de continuer à marcher dans ce silence stratégique. Un silence qui, je le savais, deviendrait tôt ou tard son pire ennemi. Le soir de l'anniversaire de notre père, la maison était pleine de rires, de musique et de ce faux sentiment d'unité que les familles brisées brandissent comme un décor. Mara paradait, confiante, sûre que sa version des faits avait gagné les esprits. Elle multipliait les remarques acerbes sur ma démarche boiteuse, des piques déguisées en humour, croyant encore que je ne pouvais pas me défendre. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que ce soir-là, j'avais invité deux personnes qu'elle n'aurait jamais imaginé voir ici, le docteur Rowan et l'enquêteur chargé de mon dossier. Ils attendaient, silencieux, observant la scène avec la précision clinique d'hommes prêts à briser une façade. Lorsque tout le monde était réuni dans le salon, Mara a lancé une nouvelle tirade, insinuant que ma blessure n'était due qu'à ma propre incompétence. Les invités riaient, par politesse, cherchant à ne pas provoquer de conflit. Puis un silence étrange a envahi la pièce. Dr. Rowan venait d'avancer d'un pas, posant son regard sur Mara avec une gravité qui aurait dû l'avertir, mais elle n'a pas compris. Pas tout de suite. Ce n'est qu'au moment où il a prononcé ces 6 mots que l'atmosphère a changé. Vous êtes mise en examen pour sabotage. Ces mots ont résonné comme un couperet, suspendant le temps lui-même. La panique s'est peinte sur le visage de Mara d'une manière terrifiante. Ses yeux, habituellement froids et calculés, se sont élargis de stupeur. Les invités ont eu un mouvement de recul presque instinctif, comme si la vérité révélée émettait une onde de choc invisible. L'enquêteur a présenté les preuves, une par une, les emails, les rapports d'inspection, les témoignages. Chaque document était un clou supplémentaire dans le cercueil de ses mensonges. Le contraste entre sa confiance initiale et son effondrement soudain était saisissant. Elle n'était plus la sœur puissante et respectée, mais une femme démasquée, prise dans sa propre toile, et tandis que les autorités avançaient vers elle, Mara a crié que tout cela était un piège, un coup monté par moi pour me venger. Elle disait que j'avais tout manipulé, tout inventé, mais cette fois, c'était moi qui gardais le silence, jusqu'à ce que je décide de parler.
Je lui ai répondu calmement que je n'avais jamais eu besoin de créer un piège. Elle l'avait construit de ses propres mains. J'avais simplement retiré le rideau qui le cachait. Cette vérité, simple mais implacable, l'a frappé plus violemment que n'importe quelle accusation. Son monde s'effondrait, non pas à cause de moi, mais à cause d'elle. Quand ils l'ont finalement emmenée, je n'ai ressenti ni triomphe bruyant, ni satisfaction malveillante. Juste un profond soulagement. Une justice silencieuse, sans éclat de voix, une justice qui ne cherchait ni applaudissement, ni vengeance. Je me tenais debout, solide malgré la trace persistante de ma blessure. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je pouvais respirer sans craindre un coup à venir. Ce soir-là, je n'étais plus la victime silencieuse que Mara voulait façonner, mais l'homme qui avait choisi la vérité, la patience et la justice comme armes. Et ces armes, malgré leur calme apparent, avaient été les plus puissantes. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes, presque irréels. La nouvelle de l'affaire s'était répandue dans la famille, au travail, dans notre cercle social. J'entendais des murmures à mon sujet, certains empreints de compassion, d'autres d'incompréhension. Beaucoup ne savaient pas comment réagir face à l'idée qu'une sœur puisse aller aussi loin pour détruire son propre frère. Je restais silencieux, non par honte, mais par choix. J'avais appris que les explications ne sont utiles que pour ceux qui veulent vraiment comprendre. Les autres inventent toujours leur propre version. Alors, je laissais la vérité suivre son propre cours, sans chercher à la contrôler. Papa, lui, était brisé. Il ne parlait presque plus, se contentant de m'observer avec ce mélange de douleur et de remords que seuls les pères savent exprimer sans mots. Je voyais dans son regard qu'il se reprochait de n'avoir rien vu, rien entendu, rien empêché. Peut-être pensait-il que sa volonté obsessionnelle de maintenir une image parfaite de famille avait contribué à nourrir les secrets qui avaient mené à ce désastre. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas, même si une partie de moi savait qu'il portait une part de responsabilité. Mais ce passé-là n'avait plus d'importance. Seule comptait la reconstruction qui devait suivre. Avec le temps, j'ai repris mes responsabilités au sein de l'entreprise familiale. Pas avec l'enthousiasme naïf d'autrefois, mais avec une vigilance mûrie par la trahison. Je n'accordais plus ma confiance à la légère et chaque décision était désormais basée sur la transparence et la prudence. Certains voyaient en moi un dirigeant froid, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que mon calme n'était pas fait de distance, mais de cicatrices. Des cicatrices qui m'apprenaient chaque jour que la loyauté est une valeur précieuse, mais qu'elle ne peut survivre que lorsqu'elle est nourrie d'honnêteté, pas imposée comme une façade. Je me suis également reconstruit intérieurement. La douleur de la trahison ne disparaît jamais vraiment, mais elle devient un guide, une sorte de boussole intérieure qui nous indique où ne plus retourner. J'ai appris à accepter le silence, non plus comme un refuge, mais comme un espace de réflexion et de paix. Un silence qui n'était plus le masque de la peur, mais celui de la maîtrise. Ce silence m'a permis de comprendre que parfois, les plus grandes victoires ne sont pas celles que l'on proclame haut et fort, mais celles que l'on porte en soi avec dignité et retenue. Et aujourd'hui, quand je repense à tout ce qui s'est passé, je ne ressens ni amertume ni regret. Je ressens seulement une profonde gratitude d'avoir eu la force de ne pas devenir comme elle, d'avoir choisi la vérité plutôt que la vengeance, la patience plutôt que le chaos, la justice plutôt que le bruit. La discrétion a été ma meilleure alliée, et c'est dans ce silence que j'ai trouvé la paix que Mara, malgré toute sa manipulation, n'avait jamais su obtenir. Mon histoire n'est pas celle d'un homme brisé, mais celle d'un homme relevé, guidé non par la colère, mais par la clarté. La vie nous met parfois face à des trahisons qui semblent insurmontables, surtout lorsqu'elles viennent de ceux que l'on aime. Mais ces épreuves révèlent souvent notre véritable force. Elles nous montrent que le courage n'est pas toujours dans le combat bruyant, mais dans la patience, la stratégie et le choix de la vérité. Lorsque l'on refuse de répondre à la haine par la haine, on découvre que la justice la plus puissante est souvent celle qui se manifeste dans le calme. La loyauté n'est pas un droit automatique, même au sein d'une famille. Elle doit être nourrie, protégée,
construite chaque jour par des actes sincères. Lorsqu'elle est trahie, il appartient à chacun de décider s'il veut sombrer dans la même noirceur ou se relever avec intégrité. C'est dans les moments où tout semble perdu que nos valeurs prennent leur véritable sens et que nous pouvons choisir la lumière au lieu de l'ombre. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre force, si elle vous a montré que le silence peut parfois être une arme aussi puissante que les mots, alors abonnez-vous à la chaîne. Chaque histoire que je partage est un voyage, une leçon, une vérité. Et ensemble, nous continuerons à explorer ces chemins où la résilience transforme les blessures en victoire.